à nos orateurs en demandant peut-être à Arnaud de commencer, s'il vous plaît. Arnaud, vous êtes donc à Paris. Vous êtes associé depuis un certain nombre d'années à ce cabinet qui est un des principaux cabinets franco-brésiliens de Paris. Et vous êtes, encore une fois, un grand spécialiste des questions fiscales. Alors, vous allez nous expliquer ça. On aura aussi la réplique pour nous expliquer comment ça fonctionne, ça va fonctionner au Brésil. Merci en tout cas à tous et à toutes. Et la parole est donc à nos avocats fiscalistes que nous aimons bien et que nous avons souvent entendus à la Chambre. À vous. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour cette invitation, parce que ça nous donne l'opportunité, effectivement, d'évoquer cet impôt que vous avez d'ailleurs décrit brillamment par ses principales caractéristiques. Et on va y revenir d'ailleurs. On va aborder ce sujet, on a 1 heure devant nous, donc on va essayer d'être synthétique, de prendre du recul. Vous l'avez dit, Monsieur l'ambassadeur, en détail très technique. On va surtout essayer de comprendre son efficacité économique, ce qu'un État arrive à faire avec, avec cet impôt. Et surtout, moi, donc vous l'avez dit, je suis avocat fiscaliste en France. Et donc, avec une connaissance de la TVA à partir de cette directive TVA que nous avons au niveau européen. Et ce qui est intéressant, c'est que Yuri, que je vous présente donc, c'est que lui, il a justement cette approche, l'impôt sur la consommation, sur la consommation au Brésil, sous le prisme brésilien. Déjà, on va faire rapidement une petite consommation, on l'a dit. Le taux est forfaitaire, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas des taux progressifs comme on peut avoir sur des familles d'impôts type impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, où on peut avoir parfois un taux qui va être différent en fonction du qu'on génère. Il va s'appliquer que vous fassiez un achat de très grande valeur ou un achat de petite valeur. Il y a parfois des exonérations des taux réduits, mais il faut retenir que le taux est forfaitaire. Ensuite, vous l'avez dit, Monsieur l'ambassadeur, il y a cette neutralité qui est frappante en France, dans notre système européen de TVA européenne. La neutralité au sens où, quand vous êtes une entreprise, vous savez que vous payez la TVA sur vos achats, mais vous la récupérez, donc ça vous fait une déduction, donc ça vous coûte vraiment que le hors-taxe. Et quand vous revendez un service, certes, ça augmente le prix, mais cette TVA, effectivement, vous la reversez, ce qui fait que ce qui n'est taxé n'est que votre valeur ajoutée à vous. Alors, il y a des exceptions, le commerce international, c'est pour ça que je pense que ça peut intéresser certains. Comme on imagine qu'une exportation, par exemple, de services en dehors de l'Union européenne n'est pas taxée. Justement, pour permettre du destinataire, du client de taxer sans TVA, certains secteurs. Donc ça, c'est pour l'introduction. Yuri pourra me donner les statistiques du côté Brésil, mais en France, ça pèse quand même 40% des recettes publiques, la TVA. Hein, donc, si on avec l'impôt sur le revenu qui est à 20%, sont extrêmement médiatisés comme impôt et de l'impôt, ça représente 2%. D'accord? Donc, par les autorités fiscales n'est pas forcément toujours là où vous pensez qu'elle est. Hein, parce que pour vraiment réformer ou contrôler un impôt, je pense qu'il y a plus matière à faire en matière d'impôt sur la consommation que sur des impôts très symboliques que sont les droits de succession ou l'IFI. Je rappelle enfin que c'est un système, en tout cas en France, en Europe, un système unifié. D'accord? On a un seul texte européen, une directive qui a été codifiée dans le droit de chacun des États membres. A priori, énormément de services. Régime particulier. Et ça reste quand même notre caractéristique de traiter la TVA. Voilà, c'est plutôt un impôt unifié, ce qui nous amène à notre sujet principal d'aujourd'hui, qui est le système d'impôt au pluriel sur la consommation au Brésil, qui est plutôt un système fragmenté. Et donc, c'est ma première question, Yuri.
Yuri, pourquoi on dit que c'est un système fragmenté que vous avez? Bon, euh, merci, euh, merci, Monsieur le courtier, merci Rose pour l'organisation de ces webinaires. Merci Arnaud pour être ici avec nous et toutes les personnes qui sont en train de nous écouter, nous voir. Bon, au Brésil, c'est rigolo parce que le Brésil, il y a plusieurs impôts qui frappent les biens sur la consommation. Donc, et c'est rigolo parce que nous avons des recettes au Brésil et 100% des recettes des tout impôts euh, découverts au Brésil. Et de vous passer Mm. quelques informations aussi dans les slides, comme ça vous pouvez un peu comprendre la réalité des choses et avec les chiffres. Donc, ça va ouvrir là. Nous avons par exemple euh, 44% des recettes fiscales, c'est correspond aux impôts. Et en fait, il, il, il y a plus sur la consommation, donc il y a plus semblable à la TVA. Donc, pourquoi existe ça? Parce qu'en fait, c'est un pays fédéral. Donc, de d'administration voulait avoir un pouvoir. Bon, nous avons à niveau fédéral, nous avons par exemple l'impôt sur les biens, les produits industrialisés, qui s'appelle IPI. Nous avons deux contributions sociales sur les chiffres d'affaires, qui s'appelle PIS et COFINS, que j'ai écrit là. Il y a un impôt qui s'approche plus de la TVA européenne et française, c'est ICMS, c'est un peu sur circulation des marchandises et quelques services. Ça, c'est des États membres du Brésil. C'est États de Janeiro, Ceará, é, Distrito Fédéral. Et nous avons qu'il y a des fragments qui c'est un peu seulement sur les services. Ça s'appelle ISS, un peu sur les services, qui c'est dans la compétence des municipalités. Donc, vous pensez que si une opération avec marchandises, une opération de production, par exemple, il y a l'impôt sur les produits industrialisés, IPI, il y a PIS et COFINS, ICMS. Donc, pensez qu'il y a une qui va générer, euh, nous avons personne pour travailler, pour faire les calculs. Donc, ici en France, nous avons un secteur dans une qui travaille pour le calcul d'impôts. Ici au Brésil, nous avons 5 personnes pour la même. Nous avons ces 3 niveaux de taxation et chaque membre plus de 5 100 quand même, plus de 5 100 règles de ISS, d'impôt sur les services. Nous avons 27 États différents, 27 unités d'États différents. Donc, nous avons aussi des 27 règles différentes. Imaginez ça aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que le pays, euh, euh, les politiciens, la classe, les gens des affaires, les industries, des services aussi, ils ont pensé que finalement, c'était le temps de, de trouver une TVA unique et que nous allons en fait expliquer après parce que je passe la parole à Arnaud. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bon, c'est intéressant parce que, effectivement, pas oublier que les recettes publiques, c'est
un peu la même chose en France d'ailleurs, hein. Vous savez, quand la SME, on a pris une partie du budget de la TVA pour le donner aux activités locales qui allaient manquer d'argent. Donc il y a des transferts d'impôts effectivement entre différentes administrations. Mais j'ai compris, Yuri, et merci effectivement pour cette information de préambule qu'effectivement on peut pas on peut pas, si on n'a pas cette idée de fragmentation assez importante des administrations, ce qui fait que d'emblée de jeu, on est obligé de varier notre logiciel et pas d'avoir un logiciel de TViste européen. Alors, le thème aujourd'hui, j'ai bien conscience que c'est parler de la réforme, mais simplement, ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, c'est que cette réforme, elle va s'appliquer de façon progressive et entre 2026 et 2033. Donc déjà, je trouve que déjà pour un avocat fiscaliste étranger, c'est pas toujours évident de comprendre l'existant. Donc je me mets à la place de nos auditeurs. Donc je me dis que déjà, ça serait bien de bien comprendre l'existant. Euh, pour justement bien réfléchir à sa transition vers la réforme dont on va parler évidemment aussi. Alors, en France, je sais qu'il y a vraiment la première chose, vraiment la plus importante quand on gère la TVA pour son entreprise. J'achète des produits, des services pour réaliser derrière moi mes opérations sur mon chiffre d'affaires. Donc la TVA, je ne vais pas la payer. Donc c'est tout le contraire d'une personne physique, d'un consommateur final, comme on dit, qui lui, bon bah, il paye, tout le coût lui est mis à sa charge. L'entreprise, non, elle ne paye que le hors-taxe. Et puis derrière, elle collecte sa TVA sur son chiffre d'affaires. Alors, donc du coup, comment le système brésilien d'impôt au pluriel sur la consommation traite cela? Est-ce qu'il y a des impôts qui sont neutres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas? Et d'ailleurs, est-ce que c'est neutre, justement? Je voulais déjà avoir ton avis là-dessus parce que ce mot-là, c'est vraiment le premier mot qu'on essaye d'enseigner à tous nos gestionnaires, notamment aux directeurs financiers de grands groupes qui veulent mettre en place une gestion de TVA correcte. Bon, si on parle de la réforme, et le, 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 l'agent politique, donc à trois niveaux, des députés des États, des députés fédéraux, les gouverneurs, les présidents. Et en fait, cette réforme a commencé vraiment à être pensée depuis 18-19. Nous avons déjà passé par deux gouverneurs, hein, présidents. Et en fait, le but, c'est neutralité. Ça, c'est le mot de l'ordre. Parce qu'ici, actuellement, nous avons quelques traits d'un système, c'est-à-dire fixé sur un des impôts. Nous avons, par exemple, le principal, c'est un impôt qui doit être, donc, les achats que j'ai faits sur les achats, moi, comme société, ça me donne le droit à compenser sur mes ventes. Bon, mais comme, comme le Brésil, c'est un régime fédéré, commençait à avoir de plus et plus de complications parce que nous avons des règles qui concernent la non cumulative, qui c'est des compétences d'État fédéral, hein. Et nous avons aussi des règles propres pour les PIS et COFIS, les contributions Et, sur les chiffres d'affaires. Donc, finalement, chaque règle a chaque impôt, il a ses Et, règles par, et propres, parenthèse, hein, et qui donnaient. et parenthèse, Yuri, du coup, quand c'est ce que tu appelles euh, cumulatif, j'imagine que les taux sont plus bas que quand c'est non récupéré et qu'en plus tu payes le même, je ne comprends plus. Donc, est-ce qu'il y a Contributions, là, les deux PIS et COFIS sur les chiffres d'affaires, elle a commencé, elle a deux possibilités systématiques de calcul. Nous avons les non cumulatifs, donc dans ce cas, c'est vraiment Arnaud, les bonnes remarques. Les non cumulatifs, le taux de base, c'est plus bas que le régime. En fait, le régime est le non cumulatif
plus élevé, déduire. Hein. Et les cumulatifs, hein, cumulatif, c'est plus bas parce que c'est un peu en cascade. Est grande, plus ça va s'accumuler. Donc, en fait, nous avons cette complexité parce qu'il y avait, on peut choisir des régimes cumulatifs des PIS et ça fonctionne comme ça, et des régimes non cumulatifs qu'il faut suivre ces règles-là. Et en plus des règles aussi des PIS de ICMS qui disent que c'est 100% non cumulatif, mais avec plusieurs restrictions. Il y a plusieurs possibilités que je ne veux pas avoir, je ne peux pas récupérer ça. Et bien sûr, si nous avons, si on augmente toute cette charge, l'insécurité juridique, elle est énorme. Et sans oublier, bien sûr, que le ISS, un peu sur les services, il est 100% cumulatif. Donc, ces services que les sociétés achètent, hein, qui prennent des services, ils vont ajouter dans les prix, va augmenter les prix des choses, les prix des produits, parce que tous ces impôts-là qui sont cumulatifs vont être considérés ici comme les coûts. Vraiment, c'est le mot d'ordre. D'ailleurs, le principe de la neutralité en place cette double, que j'appelle double TVA, qui après, est de neutralité. La loi complément qui vient d'être publiée, espèce de loi générale, protège et qui ça rend l'impôt, la TVA brésilienne, 100% récupérable. Bien sûr, dans certains cas spécifiques, c'est des cadeaux qu'on donne aux propriétaires, aux dirigeants, même de plusieurs d'autres pays comme en Europe, ça, c'est pas récupérable. Mais la règle, c'est d'être un peu récupérable, cumulatif. Ouais, donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, qui était tout aussi. Et je voudrais revenir dessus parce que pour moi, ce qui va permettre à nous, acteurs, de bien comprendre ce qui va arriver, c'est de bien comprendre les problèmes actuels. Et dans les problèmes, tu m'as parlé aussi de cette histoire de, effectivement, d'absence de neutralité et donc de compétitivité entre entreprises concurrentes. C'est sûr que les grandes entreprises, elles ont plus la possibilité de gérer la bureaucratie et ils ont plus de moyens face aux petites entreprises qui, quand c'est trop compliqué, bah c'est pas toujours évident d'être en conformité. On a parlé aussi de compétitivité en termes d'activité, puisque j'imagine qu'il y a peut-être des activités qui ont des taux plus favorables que d'autres, activités en termes de lieu d'implantation. Et puis, ça fait beaucoup de données et de législation à suivre. Comment un peu, en pratique, tu voyais toutes ces difficultés et qu'est-ce qui faisait que c'était En fait, et raison, par exemple, le système de taxation de l'impôt sur consommation était placé surtout le lieu du paiement, c'est le lieu où est située la société. Donc, ça générait un peu, il y a le nom impôt sur la consommation, mais si on parle d'impôt sur la consommation, véritablement, c'est le consommateur final qui doit avoir la charge. Parce que si c'est un système non déductible, euh, chaque, chaque qui fait partie de cette chaîne, elle prend des crédits des achats, euh, les montants qu'elle va payer. Donc, seulement la valeur ajoutée, comme M. le courtier parlait, sur la taxe sur la valeur ajoutée. Mais le Brésil, elle est
comme elle était établie, parce que par exemple, l'ICMS, impôt sur les marchandises, elle est fixée lieu de situation de la société. Donc, ça veut dire que viennent ici que je vais vous donner des aides. Bien sûr que ce genre de situation a dégagé une compétition qui n'était pas très saine entre les États, hein, mais c'était une monnaie d'échange des États plus pauvres. Si par exemple, une région qui n'a pas les centres économiques, par exemple au nord, ou quelques États du Brésil du Nord-Est, euh, euh, pour, je vais essayer de donner une société vienne ici. Mais ça dégageait quoi? Ça dégageait une complexité pour les calculs, parce que finalement, on prend les sociétés, regardez le côté fiscal, l'incitation fiscale de l'opération, ils ne regardaient pas, on ne laissait pas en deux places de l'opération. Donc, il était comment des pièces qui étaient produites, par exemple, à São Paulo, qui allaient s'ajouter par exemple, à Bahia, pour venir vendre, par exemple, à, à Rio de Janeiro, raison d'un bénéfice fiscal. Donc, pour là, on perd la vitalité économique, on pense beaucoup d'énergie commençait au fur et à mesure de ça. Il a dit, bon, c'est exemption de l'ICMS, il faut faire un accord entre vous, entre tout le monde, tous les États. Et nous avons aussi le phénomène du commerce électronique. Le commerce électronique, ça change un petit peu, c'est-à-dire les résultats de la taxation vont être divisés entre le pays, entre l'État où est situé le consommateur et l'État où est située la société. Donc, en raison du commerce électronique, les États du Nord-Est, par exemple, disent, oh, attendez, tous les produits, la recette fiscale, par exemple, du CMS, ça concentre dans l'État où est située la société. Ici, ils sont en train de payer à ICMS. Donc, finalement, pour réduire cette manque d'efficacité, il manque de recettes, les États du Nord-Est ont fait la pression et on a changé un petit peu. Donc, le produit, les produits des impôts sur et où est situé le consommateur. Mais ça, c'est là pour le commerce électronique. Mais il y a encore des failles. Et c'est pour ça que le Brésil a dit, bon, on peut plus rester comme ça. Il faut qu'on change ces systèmes parce que on peut pas dépenser autant d'énergie. Il existe aussi des études que, en raison de cette réforme fiscale, on peut augmenter les PIB augmentation du PIB de 10% de plus. C'est-à-dire, si 1%, donc 1,5, donc c'est 100 en plus. Donc aussi, si c'est ici, nous avons la technologie qui, pas de façon artificielle, que ça va, les sociétés s'installer ailleurs. Donc, on va s'installer euh, euh, dans chaque ville selon l'attractivité des routes, en fonction du marché consommateur, hein, et non plus regarder principalement l'aspect fiscal.
Oui, d'accord, bah, très clair. Du coup, oui, on voit bien cette distorsion de concurrence et ce manque de finalement. Donc, on a un impôt parce que, ce que par rapport à ça est effectivement vraiment neutre puisque l'activité, je comprends, puisque j'ai l'impression que l'activité peut avoir son propre traitement. Et c'est effectivement que ça soit justement laisser des raisons business qu'on a voulu laisser que l'Europe a un dumping en Europe, puisqu'il y a quand même des pays qui peuvent jouer sur les taux, etc., etc. Donc, du coup, bah, on en vient à la réforme, parce que je pense que c'est ça qui va être intéressant maintenant qu'on a compris ce qui ne marchait pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on va modifier, Yuri, et quel va être l'impact pour les entreprises? D'ailleurs, j'ai vu une question très intéressante de Arnaud Bleuès, que je salue d'ailleurs, et d'ailleurs, on va y répondre, parce que l'idée, c'est de parler, Yuri, quoi, des impacts donc, qui vont être positifs pour ceux qui nous écoutent, pour les entreprises, les impacts peut-être aussi négatifs, parce que c'est impossible de faire une réforme qui va satisfaire tout le monde. Voilà, et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a les intérêts de l'État aussi, faire entrer de l'argent dans les caisses et puis les budgets. Quels vont être les impacts positifs? Quels vont être les impacts négatifs pour les entreprises? On parlera avant ça. Je préfère qu'est-ce que ça va changer dans les grandes lignes, parce que sinon, évidemment, qu'on pourrait faire une conférence de 8 heures en expliquant dans le détail tout le nouveau régime. Mais je pense que c'est pas ça qui vous intéresse si vous voulez démarrer sur ce sujet et le prendre du bon côté, c'est-à-dire en le problématisant, en voyant ce qui n'allait pas, pourquoi c'est si compliqué. Une fois qu'on comprend pourquoi c'est si compliqué, peut-être le devenir un peu moins, ou peut-être mieux, qu'est-ce que veut faire l'État brésilien? Quels sont les impacts, Yuri? D'accord. Quoi s'attendre? Bon, je vais partager ça, je veux bien comprendre là, parce qu'il y a des points clés. D'accord? Et en plus, Arnaud, euh, ici, actuellement, par exemple, les pays, c'est en fonction du produit. Vous imaginez, chaque produit, il y avait un régime spécifique. C'est pas seulement la société, mais le produit en tant que tel. Donc, encore une fois, une société qui travaille pour les commerces électroniques, qui vend plusieurs, ou qui fait l'intermédiation, le marketplace, imaginez la compliance, la difficulté de suivre les Mm. règles, parce que il y a règles des États, services des municipalités, et chaque produit, par exemple, peut avoir un service, peut avoir un impact fiscal différent. Bon, à niveau de, je vais vous partager. Alors, ça va ouvrir. Ici, alors, bon, on arrive au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire cette TVA brésilienne? Nous avons adopté ces concepts TVA pour être plus facile, et en plus parce que la TVA, si, monsieur le courtier, je me souviens lorsque j'ai étudié à Paris 2, Université Paris 2, c'était Maurice Lauré, c'est le penseur de la TVA, et lui n'était pas un fiscaliste, n'était pas un avocat. Donc, mais c'était quelqu'un qui connaissait la logique économique des choses. Donc, c'est pour ça qu'il a mis la T, donc c'est la taxe. Pour lui, peu importe si c'était un impôt, les concepts juridiques, mais c'est surtout la question, la systématique pour être le plus neutre possible. Donc, ici au Brésil, on peut pas parler de IVA, par exemple, impôt sur la valeur ajoutée. Mais bon, nous avons au Brésil, d'abord, il y a des personnes qui me demandent, Yuri, est-ce que la réforme va passer? En fait, c'est déjà fait, la réforme. Bien sûr que c'était une réforme difficile à s'y mettre en place. Ce n'est pas encore fini, même à niveau de réglementation. Mais pour les premiers points, en raison du système fédéral du Brésil, il fallait d'abord, parce que pour tout le Brésil, euh,
socialisation, il fallait changer la Constitution fédérale, qu'il fallait voter, donc il exigeait un nombre très fort pour pouvoir, une réforme importante, il fallait passer. Donc, nous avons changé la Constitution, donc le changement 132, en 2023, c'était fin décembre de 2023. Donc, 2023, fin 2023, changement de la Constitution. Donc, 2024, il fallait penser à une loi générale qui détaillait, à l'exemple, par exemple, le Code général des impôts. À niveau de ça, donc, au Brésil, il ne fallait pas une loi ordinaire, une loi, non, il fallait être à un niveau supérieur, donc une rigueur encore de votation. Nous avons trouvé des négociations, des conversations, discussions avec plusieurs personnes de plusieurs domaines économiques, administration, des représentants des groupes économiques, divers groupes économiques. Et finalement, fin 2024, donc cette année 2024, pour penser une loi nationale, donc une loi qu'on appelle techniquement loi complémentaire, qui a été votée, qui s'appelle de numéro 124. Elle a été publiée cette année. Donc, donc ça veut dire quoi? Que non seulement les principales règles qui définissent, ça c'est important, fait générateur, qui sont les contribuables, ça, comme ça fonctionne. Donc, c'est posé, c'est publié, la loi complémentaire 124. Donc, nous avons créé la double TVA. Pourquoi double TVA? Finalement, il y avait des discussions pour créer une seule TVA pour l'Union, les États et les municipalités. Mais les pouvoirs des États et des municipalités, ils ont dit, ben, attendez, si on met dans les pouvoirs dans l'élément nous avons nous recettes, finalement, pour pouvoir la valeur ajoutée. Donc, deux impôts sur. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle double TVA. Mais pourquoi? Parce qu'on a créé une contribution sur les biens et services. D'accord? On n'a pas voulu les mêmes discussions sur la valeur ajoutée. Non, on a créé, même au niveau international, il y a des impôts qui s'appellent TVA. Il y a un impôt qui s'appelle sur les services. La CBS, contribution sur biens et services. D'accord? Cette CBS, elle va faire quoi? Elle va prendre en disant, aujourd'hui, nous avons PIS et COFINS fédéral sur la consommation et nous avons les pays. Donc, j'ai mis entre guillemets là parce qu'après, je vous explique. Finalement, on va faire disparaître ces trois-là, à l'exception des pays que je vais vous expliquer. Et on va créer la CBS, contribution sur biens et services. Et on va donner la compétence à l'État fédéral, l'État brésilien, qui c'est la Receita fédérale, par exemple, l'organe compétent de recevoir et de faire la gestion de la CBS. Quand ça commence à payer, quand je commence à calculer, quand je commence à payer, quand les sociétés vont vraiment, puisque la réforme est passée, mais quand on commence ça? Bon, l'année prochaine, on est déjà presque là pour. Hein, il faut. C'est l'année des tests. Au début, on voulait faire le paiement de 0,9% avec un taux 0,9% pour une espèce de test pour faire une mesuration de combien ça allait apporter au coffre d'État. Mais finalement, dans les discussions de la loi, on dit, bon, respecter, vous demandez le paiement de ça en 2026. Mais en 2027, ça va commencer
l'application, les règles des paiements 100% en vigueur à partir de 2027 pour la CBS. Bon, nous avons la CBS, État fédéral brésilien. Mais les municipalités et les États du Brésil, les 26 plus de districts fédéraux, disent, bon, attendez, il faut créer quelque chose pour nous. On est d'accord d'être ensemble parce que si vous pensez, aujourd'hui, il y avait des conflits. Par exemple, un conflit qui a duré plus de 20 ans pour dire que le software, le logiciel, est taxé par impôt sur les services ou était taxé comme une marchandise. Donc, l'argent recouvert pour cette opération devait être pour les États du Brésil ou pour les municipalités. Donc, c'est là, cette bagarre, hein, ces conflits, a duré 20 ans pour dire l'autre taxe. Et finalement, le logiciel maintenant c'est considéré comme une espèce de service et taxé par l'ISS. Donc, vous imaginez euh, la complexité et même les conflits entre les autorités compétentes, entre les niveaux de gouvernement. Et finalement, il y a eu dans ce terrain d'entente, dit, bon, on va créer l'impôt IBS, impôt sur biens et services de la compétence partagée. Ça, c'est vraiment une victoire, on va dire, parce que c'était un terrain d'entente entre les États du Brésil et les municipalités, les 5500 municipalités. Bon, c'est partagé, hein, compétence partagée, mais après, on va rentrer en détail, mais ça va compenser aussi le test 2026. Mais comme il s'agit la substitution du CMS-ISS, quelque chose de vraiment très complexe parce que ça prend du temps, on a décidé de soit à une transition graduelle qui commence, par exemple, pour IBS, à partir de 2029, on baisse le taux du CMS-ISS et augmente le taux d'IBS, la TVA duelle. Donc, on va faire comme ça. On baisse, on baisse, on baisse jusqu'à 2023, 2033. Et 2033, IBS va avoir 100% du taux réel d'IBS qui va être. Bon, Je, j'aimerais juste passer un point vraiment. On a créé deux emplois. Bon, ça va continuer. je complète juste, Yuri, parce que on t'écoute très attentivement et je trouve que sur le suspense, d'ailleurs, tu sais tenir ton public en haleine. Est-ce qu'au niveau des taux, parce que moi je me mets à la place du chef d'entreprise, est-ce qu'en tout cas au niveau des taux, on peut s'attendre à de l'unification? Est-ce qu'aussi au niveau tu sais, quand tu es implanté dans un pays A et que tu fais tes clients, ton marché dans un pays, un État, pardon, quand tu es implanté dans un état A et que ton marché, tes consommateurs sont dans un état B, est-ce que la règle va changer en gros? Parce que ça, je sais que taux et comment ça fonctionne le lieu d'implantation, si c'est aussi important qu'avant, je sais que ça va vraiment intéresser et surtout vraiment ce qui est positif pour les entreprises, qui est vraiment ce que tu peux considérer comme quelque chose de vraiment positif. On a eu une question notamment, je disais dans le chat, qui est intéressante, c'est qui vont être les gagnants, qui vont être les perdants. Et ça, je pense que c'est pas mal, c'est assez intéressant de le voir comme ça. Donc continue le slide et je pense que sur ces points-là, on a vraiment notre espoir à tous de se simplifier dans ce sens-là. Mais tu vas nous. Complet, voilà. En fait, euh, les gagnants, hein, si on peut parler, si aujourd'hui nous avons 5 impôts sur la consommation, aujourd'hui, après la réforme, donc ça commence en 2026 et à partir de 2027, vraiment, hein, on commence à payer, va être le pays en tant que tel, mais attendez, si on a passé de 5, on va passer à 2, donc c'est complexe. Mais bon, qu'est-ce que le pays a trouvé des solutions? Au lieu d'avoir deux impôts complètement indépendants, on va créer
des frais jumeaux. Frais jumeaux, pourquoi? Parce qu'en fait, va être les mêmes règles pour IBS et CBS à niveau de faits générateurs, va être les mêmes règles à niveau qui sont les contribuables, va avoir les mêmes règles à niveau de récupération ou pas d'impôt. La loi complémentaire là qui dit que pour un, ça fonctionne pour l'autre. L'agent d'État, qui est le CBS, ça va à l'Union fédérale, et IBS va pour les municipalités, et la question du taux qui va changer, le taux. Mais on a essayé le maximum de attendre, répondre aux besoins des États, du pays, hein, des coffres d'État, et de trouver un système simple. Donc, ça va être ça. Et Arnaud, ça va être un système 100% non cumulatif, récupérable. Il finit cette question, ah, c'est là, pour l'impôt X, c'était ça, l'impôt ISS, c'est un impôt en cascade. Maintenant, va être un système non cumulatif. Et en plus, ouais, pour être une règle unique, on a changé la Constitution fédérale pour dire que les règles de non-incidence, fait générateur, qui sont les contribuables, va être les mêmes pour CBS, IBS. D'accord? Et l'autre chose aussi, un élément intéressant, c'est le champ d'application. On a parlé là, j'ai parlé de l'histoire des bagarres entre ça c'est taxation logicielle, c'est un peu sur les services qui taxent, non c'est une marchandise. Donc finalement, le pays a décidé qu'on va taxer tout. Comment la TVA européenne, ça va être tout va être dans la boîte de biens et services. Donc, on a eu les soins de raison de tout historique des décisions judiciaires et tout ça. On va dire biens matériels, marchandises, immatériels et services. Tout ce qui n'est pas bien matériel et immatériel, c'est considéré comme service. C'est presque le même concept européen qui dit, s'il n'est pas considéré comme service, c'est tout ce qui n'a pas c'est pas de marchandise. Nous avons décrit un peu plus, mais c'est un peu cette logique. La logique aussi, Arnaud, la logique destination, va être vraiment un impôt sur le consommateur. C'est-à-dire quoi? Si je trouve une société qui, qui va faire des bikinis, des plages au Ceará, et moi, je vais acheter ici pour ma famille ces bikinis. En fait, l'impôt que, que va être applicable, ça va être où je suis à la ville de São Paulo. Donc, c'est en fonction. L'État de São Paulo va voir l'IBS si par exemple l'IBS c'est 12%. 6%, ça va être pour l'État de São Paulo et l'autre bout, ça va être pour la municipalité de São Paulo. Donc, finalement, c'est un impôt fixé sur le lieu de localisation de la personne physique au consommateur final. Donc, hyper intéressant par rapport à ça, parce que ça casse, c'est fini, on réduit vraiment très fort la réforme et la guerre fiscale. Je t'interromps, c'est un point très, très intéressant, en effet, qui montre d'ailleurs que le Brésil est très à l'écoute ouais, de tous ces travaux de fiscalité internationale, notamment au niveau de l'OCDE. Pourquoi je dis ça? Parce que en matière de taxation du résultat des entreprises, c'est un peu le même débat. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acteurs du digital, notamment aujourd'hui, les fameux GAFA, dont on parle beaucoup. Donc là, on parle de taxation des très grands groupes, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'idée, c'est effectivement d'aligner la fiscalité sur le lieu de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Google qui est en Irlande et qui paye très peu d'impôts en France, alors que la France est un marché, parce qu'ils se sont implantés en Irlande, c'est un problème pour les États. Et les travaux de l'OCDE le soulignent depuis des années. Et c'est un peu la même chose sur la TVA, qui est encore plus un impôt économique que l'impôt sur le résultat, qui est l'impôt sur les sociétés que nous connaissons. Donc, ce glissement
d'une taxation du lieu de l'entreprise qui fait sa prestation. Maintenant, on est dans une de norme du lieu de l'implantation vers c'est là où on a son marché, c'est un et c'est très très bien. C'est que effectivement le système brésilien se mette aussi à cette lecture. En France, on en est loin aussi sur la taxation du résultat, mais c'est un mouvement qui va arriver tôt ou tard. Donc c'est bien de l'avoir en tête cette logique. Et donc c'est très intéressant le fait. Donc ce que tu dis, c'est que ça va devenir vraiment un principe qui va, parce on a ça en TVA territoriale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je facture en Italie à une entreprise, ma prestation ne va pas être taxée en France. C'est l'Italie qui va pouvoir appliquer son taux. Pourquoi? Parce que mon client est en Italie. Donc, c'est quelque chose qui existe actuellement sur la TVA en relation B2B, hein, business to business. Et donc, c'est ce qui va se passer au Brésil, c'est ça? De façon assez systématique, où il y aura quand même quelques exceptions. Ouais, en fait, ça va être vraiment la règle générale, d'accord? Vraiment la règle générale. S'il y a quelques exceptions, c'est vraiment c'est les régimes différenciés qu'on appelle ici, et spécifiques. Mais vraiment, vraiment, 90% ou 99% des opérations au Brésil, ça va être sur la base de la destination où est situé le contribuable. Le contribuable quand je dis ça, c'est pour le consommateur final, hein. C'est lui qui va payer. Vraiment, c'est la charge parce que la société, elle peut le mettre. Bon, juste pour dire un point important qu'en fait, c'est la joie de la couronne ici au Brésil, c'est la création du split payment. En fait, split payment, le législateur brésilien ça a pris ces concepts, c'est la liquidation économique, c'est la liquidation lors du paiement. Ça veut dire, lorsque je vais payer pour l'achat de ces portables, je vais payer, si mon portable coûte 5 000, ça va dire 5 000, il y a CBS, IBS, hein, les deux impôts. Au lieu de payer 5 260, par exemple, pour le vendeur, le, la carte bancaire, le système financier, lorsque je paye avec ma carte ou je paye avec mon Pix, va tout de suite diviser le montant net à payer au vendeur et le montant qui va directement aux caisses du trésor. Il va être au trésor, va être divisé en plus. Le CBS, ça va, contribution fédérale, va pour la recette fédérale. Et le IBS, ils ont créé un comité gestionnaire qui va garder l'argent produit du IBS, hein, l'impôt sur biens et services. Donc, automatiquement, nous avons encore aussi la possibilité, ça c'est le gouvernement en train de créer avec les sociétés de paiement, de faire un truc encore plus technologique. Ça veut dire que c'est écrit dans la loi. Donc, on va voir quand il va être mettre à jour que lorsque je vais faire le paiement, le système va regarder combien il y a de crédits, combien il y a de débits de cette société qui vend le portable. Et si la société il y a plein de crédits, je ne vais pas envoyer ça, je vais mettre tout l'argent, je vais payer le système économique, le système des PIX, la banque, le système bancaire, financier, va transmettre 100% du montant que je suis en train de payer à la société. Elle va faire en temps réel savoir combien cette société qui vend des portables est-ce qu'elle doit payer le double TVA si la société doit payer le système financier aux caisses directement d'État. Donc, c'est vraiment un truc hyper technologique. Et ça, c'est le but de qu'on arrive à ça. Bon, alors, pour aller vite, hein, en fait, nous avons des taux euh, euh, qui va être général. En fait, juste pour finir ça, c'est pas un taux en fonction du bien. Ça veut dire quoi? État de São Paulo.
État de São Paulo, ele taxe toutes sortes de biens. Ele taxe ses portables, ele taxe la montre, ele taxe tout ça. Maintenant, c'est plus possible de réduire, par exemple, l'impôt seulement le portable. Ce que les États avant faisaient. En fait, si je veux réduire le taux que je dois recevoir, je dois baisser le taux de tous les produits. Donc, en fait, je ne vais pas faire ça, parce que imaginez la réduction de l'argent qui va venir. Donc, c'est une façon de quoi? Vous ne pouvez plus avoir d'exemption fiscale pour un seul produit. D'accord? Bien sûr, c'est pour ça qu'on appelle le taux uniforme. C'est plus le taux unique, le taux uniforme. Hein? Nous avons des régimes aussi de réduction de taux, par exemple, services d'éducation, santé. Il y a une réduction du taux général, il va avoir un taux général. Hein? Et ce taux général, il va avoir une réduction de, par exemple, réduction de 30% pour les services des avocats, des services des médecins, administrateurs. Donc, il y a des réductions de 30% du taux général. Il y a des réductions de zéro, par exemple, pour les nourritures, la viande, par exemple, les biens de première nécessité, la nourriture de première nécessité. Bon, et à nos impacts, qui va gagner? Qui va gagner? J'ai parlé, le Brésil, mais va gagner aussi surtout l'industrie, les vendeurs et reventes des biens. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est régime non cumulatif, il y a plein de problèmes. Il y a ISS, par exemple, si j'ai un bien, un service qui gérant dans une société, ISS, cet impôt n'est pas récupérable. Aujourd'hui, avec la réforme, après la réforme, tous les impôts vont être récupérables. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, théoriquement, il ne va pas avoir un impact sur la taille de la chaîne économique. Ça va être vraiment important, va réduire la complexité fiscale. Et bien sûr, qui peut a priori être perdant, c'est l'activité de service. Activité de service, pourquoi? Parce que si moi, comme j'ai pas beaucoup de produits que j'achète pour revendre. Non, c'est mon service, c'est un service. L'Internet que j'achète, que je loue, la location droit à déduction de la TVA sur cette opération. Mais c'est vrai que c'est bien moins parce qu'il va perdre et les secteurs industriels et des sociétés vont vraiment vont sentir ça. Non cumulatif qui est déjà d'expérience, qui a déjà des outils électroniques pour le faire. Plus vous avez pour maintenir, pour faire attention au flux de trésorerie, parce que si par exemple je paye automatiquement et je vends ça en 30, 60 jours, qu'il y a beaucoup de sociétés au Brésil qui vous vendez à, à terme, on va regarder, on doit faire un contrôle vraiment très fort dans les achats que je suis et par conséquent d'un flux de trésorerie. Donc, si les banques, elles peuvent venir ici, pourquoi? Sur financement, par exemple, d'assurance mondiale, de société d'origine française, qui peut couvrir ces risques parce que en règle, on avait un mois, la règle, ça va être comme ça. Ça va être mensuel hein, avec le total. Mais la tendance, c'est qu'on remplace les paiements automatiques qui s'appellent split payment. Donc, si on paiement de split payment, ça va être, il faut qu'on aille la trésorerie immédiatement. Si je dois payer quelque chose immédiatement, et si je vends mes produits au fur et à mesure. Donc, en fait, ça va être un défi, ça va être un défi, mais une opportunité. C'est d'autant plus une opportunité pour les groupes français que les groupes français sont habitués
à récupérer de la TVA quoi qu'il arrive. Je pense qu'effectivement, ça va plus être un challenge pour les entreprises brésiliennes qui ont connu ce système où ils étaient sur une activité où on ne pouvait peut-être pas récupérer la TVA sur les achats. Et donc, pour eux, il va falloir s'adapter à cette nouvelle réalité. Bonne nouvelle, parce qu'on essaie quand même d'en tirer des choses positives. Pour les acteurs étrangers qui sont familiers de la TVA européenne, c'est plutôt une opportunité réelle pour vous parce que vous avez l'habitude de gérer cette trésorerie. C'est-à-dire que l'achat direct côté fournisseur où on récupère la TVA et puis après on est payé par son client 2, 3 mois après, c'est normalement quelque chose qui est géré par un responsable administratif et un directeur administratif et financier. Voilà, donc ça c'est plutôt encourageant pour ceux qui sont issus de la culture TVA européenne, on va dire. Exactement, exactement, ça va nous aider par rapport à ça, l'expertise, le contrôle financier. Euh, je vois aussi un truc intéressant pour l'exportation des produits et l'exportation de services. Les produits, aujourd'hui, bien sûr que nous avons exonération de l'exportation, mais l'exonération sur l'impôt sur l'exportation. On n'a pas d'impôt aujourd'hui au Brésil sur la exportation des produits. Mais, et derrière, et les services que j'ai engagés pour mon usine. Cela, c'est pas récupérable. L'ISS, c'est pas récupérable. Maintenant, on ne va plus exporter des impôts parce qu'on a parlé comme ça, parce qu'il y avait le montant du produit, la valeur du produit. Dans la valeur du produit, il y a des impôts. Maintenant, neutre, d'ailleurs, c'est un terrain exportateur. Les produits, ils ne vont plus exporter les impôts, les débris des impôts qui venaient dans la chaîne économique. Donc ça, c'est un défi, c'est un avantage, c'est une opportunité des sociétés qui puissent s'implanter au Brésil parce que matière première pour encore plus être compétitif. Hein. Donc, je pense que ça, je pense que si vous avez, je ne sais pas si vous avez des questions, mais j'ai pensé à ça. Si Euh, alors, Résumé par rapport alors à ça. il y a des questions. Je pense que la première, est-ce qu'il y aura des gagnants, des perdants? T'en as, consommatrice de ressources humaines, donc cette industrie, enfin c'est le service en gros. Dès qu'on a des fonctions à haute valeur ajoutée qui sont plutôt, on va dire, humaines, donc tout ce qui est service, oui, à partir du moment où on a moins de dépenses, forcément, on récupère pas la TVA. Et ensuite, la TVA va frapper votre chiffre d'affaires directement. Là où sur de l'achat-revente, bah, forcément, ça se neutralise davantage. Donc, c'est ça que j'ai retenu de ce que tu as dit. Il y a d'autres questions que tu peux lire dans le chat, notamment est-ce qu'il y a des clauses prévues dans le futur accord Union européenne-Mercosur concernant l'IBS, la CBS. Une autre question de les technologies assistives bénéficieront-elles de la réduction? Quelles sont les taxes résiduelles à l'importation au Brésil? Et enfin, une question, que pensez-vous de l'impact de la réforme sur les crédits d'impôt accumulés? Faut-il agir avant le début de la réforme? Donc ouais, on a quelques petites questions pour toi, Yori. Oui, oui. Donc, en fait, nous n'avons pas pour l'instant des règles spécifiques dans l'accord Mercosur de l'Union européenne qui parlent de ça. Finalement, euh, importation de produits ou de services, taxation par IBS, CBS. Exportation, hein, vue du Brésil, hein, d'IBS, CBS. Ça va être cette logique qui existe déjà. Bon, au moins pour la charge fiscale de ces produits, la tendance, c'est qu'il y a, si on a moins d'impôts, plus de règles, on va avoir moins de complexité, on va essayer de voir une loi générale. Hein, et là, tout le monde va gagner, hein, bien sûr. Mais pour l'instant, nous n'avons pas, ce que je me souviens et que je connais, il n'y a pas un accord et des clauses spécifiques des IBS, CBS. Si on parle, ah non, mais même pour l'époque là, pour le CDE, le Brésil, il est un membre, on a changé les règles des prix de transfert pour être
à, à- auto- euh, hors sujet, hein, mais juste pour vous expliquer, parce que nous sommes en train de parler d'impôt sur la consommation. Il n'y a pas, je ne connais pas par rapport à ça. Et les taxes résiduelles à l'importation, c'est-à-dire, si on parle, par exemple, va disparaître. D'accord. Et si on parle impôt sur revenu à la source, c'est un peu sur revenu, va continuer, hein. C'est juste que là, ICMS, PIS et COFINS sur l'importation, ICMS sur l'importation, ISS sur les services d'importation vont disparaître. Mais les contributions sur la technologie, hein, connues comme si impôt sur revenu à la source, va continuer. Euh, avec les crédits d'impôt. Crédit parce que pour les exportateurs, c'est une grande question. Parce que l'exportateur au Brésil, il y avait droit de crédit, d'ICMS, parce que voilà, il exporte, et il a exemption, exonération. A été en période de transition. Donc, vous devez tout de suite essayer. L'idée, c'est quoi? Recommandation, c'est quoi? L'ICMS, les crédits qui vous ICMS. Parce qu'après, après moi, si vous avez encore des crédits, vous devez ces paiements de crédits accumulés vont être payés en 200. Voilà, c'est beaucoup de temps en 2033. Et donc, il existe bien sûr les CMS vont être crédités avec le IBS, hein, pendant les périodes de transition, mais après, si vous avez encore, à partir de 2033 va être vraiment 100% du système va être en place. D'accord? CBS, comme c'est un truc fédéral 2027, dans 2 ans, ça va fonctionner déjà. Mais l'IBS, une raison que j'avais parlé, ça va commencer vraiment 100% en 2027. Et bien sûr que cette période de complexité, cette période de transition, parce que les sociétés vont prendre en compte les systèmes actuels et les systèmes de réforme. Donc, il va vouloir conjuguer les deux systèmes, hein, jusqu'à 2033. Merci Yuri, on va bientôt, on a un peu dépassé l'heure, mais il y a juste encore peut-être un dernier point, mais vraiment très très rapide, parce que on en a parlé en préparant cette réunion et je le trouve intéressant, c'est sur les prix, la lisibilité sur les prix. Si tu peux juste en dire un mot, à savoir que avant on pouvait un peu, pour le consommateur, on savait pas trop comment était construit le prix. Maintenant, s'il y a une transparence, s'il y a le split payment, ça change un peu. Si tu peux, pour pas mettre en retard les gens qui nous écoutent, en un mot nous dire un peu ce que tu voulais dire par là, parce que je trouvais que c'était un point intéressant aussi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, c'était une question pour les Européens, les Français, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Prix hors taxe et prix charge comprise, c'est-à-dire TVA comprise. Nous n'avons pas, on a un système pratique comme ça. C'est-à-dire que le consommateur, lorsqu'il achète une marchandise pour 1000, c'est le prix final de sa facture, c'est 1000. Et dans ces 1000, euh, euh, 180, 280, c'est l'impôt. Donc finalement, d'un côté, le consommateur ne savent pas combien il paye. Ça, c'est un problème vraiment de légitimité fiscale, si on parle comme ça. Parce que après la réforme, ça va être comment? Comme en Europe. Combien ça coûte le produit 1000? Combien à 1000? Et après, on ajoute la IBS, CBS. Donc, le consommateur va savoir combien il est en train de payer. Et lui, il va demander aussi aux responsables politiques, il dit, attendez, ça a eu une augmentation, pourquoi? Oh, regardez, j'ai payé 1000, le produit, ça coûte 1000, et maintenant, ça a augmenté le taux là, de IBS, CBS. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, ça va être lui qui va augmenter, bien sûr que l'État fédéral, c'est CBS, mais IBS, si la municipalité augmente l'impôt, lui,
il va tout de suite parler avec son responsable politique qui est ici. C'est pas à Brasilia, c'est ici, c'est la personne ici. Donc, en fait, ça va, ça va question difficile, en fait, pour les prix et le secteur économique. Parce que ça économique. On a vraiment un problème par rapport à ça, parce qu'il y a tellement d'impôts et de régimes spécifiques au fur et à mesure de la chaîne économique qu'on ne sait pas. Maintenant, on va donner une clarté par rapport à combien ça va coûter un produit. Mais merci mille fois, Yuri. Je vous laisse la parole, monsieur l'ambassadeur, pour conclure. Mais c'était limpide. Merci encore hein, pour d'avoir partagé avec nous tout ça, Yuri. Écoutez, moi, j'ai assisté à votre débat avec beaucoup d'intérêt. Certes, tout ça n'est pas très facile, mais on voit bien qu'une vraie réforme est en train de se mettre en place. Je suis convaincu que ça va profiter à toutes les entreprises parce qu'il y a un effet de simplification et de clarification, comme le dit Yuri, et de transparence pour les. Ça ne va pas faire nécessairement faire les impôts, malheureusement. C'est une décision de nature politique. Mais au moins, quelles sauces ils sont mangés. Donc, ça, c'est déjà fait à la TVA. Le régime presque semblable qui sera institué dans les années qui viennent au Brésil va nous permettre certainement à nos opérateurs d'être plus à l'aise et d'avoir finalement vis-à-vis de l'impôt une attitude moins suspicieuse, peut-être moins de frais d'ailleurs aussi pour les services fiscaux de l'entreprise parce que ça, on pourra peut-être alléger un peu la charge de fiscale, pas du coup de la réalité, y compris d'ailleurs les Français qui exportent du Brésil vers le monde entier, ce sera aussi une source de simplification. Donc bravo à tous les deux. On va remettre ce sujet sur le métier et bon vent pour la réforme hein, et pour les opérateurs de la réforme, en particulier les fiscalistes. Il y a du boulot. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.